Un match pour tout renverser et se venger de l'affront subi lors de notre dernière confrontation contre l'Irlande, perdu 38-17 sur le sol français. 8 changements dans le 15 de France par rapport à ce match cauchemar. Est-ce que ça suffira pour l'emporter en Irlande? Jingle. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. C'est le match le plus important depuis le quart de finale de la Coupe du Monde en 2023. En tout cas, c'est certainement notre plus grand défi émotionnel. Irlande-France ce samedi 8 mars à 15h15. Pourquoi est-ce qu'il est si important? Parce qu'il va tout simplement peut-être nous permettre d'aller chercher une victoire dans le tournoi Destination 2025 qui semblait si loin au lendemain de notre défaite en Angleterre 26-25. Le lendemain, j'avais même pas envie de penser à une victoire dans le tournoi. Et l'année dernière, l'Irlande nous avait éclaté au Vélodrome, un vendredi soir bien triste en ouverture de 6 Nations. Cette année, notre équipe est bien différente, Elios. Ouais, on s'en souvient, le 2 février, petite désillusion, on s'est fait doucher à froid dès le début du tournoi 2024, alors qu'on espérait bien rebondir après une déception en 2023. Mais ouais, là on récupère la charnière, on récupère quand même Antoine Dupont, qu'on n'avait pas l'année dernière, et on récupère aussi Romain Ntamak au poste de numéro 10, donc ça va être une autre paire de manches, et on a la chance aussi de ne plus compter parmi nous Paul Villemc, qui nous a un peu foutu la tête dans l'eau l'année dernière, donc c'est plutôt cool. De bonnes auspices. L'Irlande, c'est quand même l'adversaire qu'on galère le plus à battre. En tout cas, les deux dernières confrontations qu'on a jouées contre l'Irlande, on les a perdues. À la maison l'année dernière, chez eux l'année d'avant, à chaque fois, on les perd par quand même pas mal de points d'écart. L'année dernière, c'est 21 points d'écart, il me semble, 38-17. Ouais. Et l'année d'avant, je crois qu'on perd par 13 points d'écart. Mais bon, on est quand même dans le match jusqu'à la fin. On se souvient un match un peu de fou, un essai de Penaud venu du parking, Dupont qui refoule McHansen sur sa ligne, donc il s'en était passé pas mal des choses. Et avant ces deux matchs-là, on avait quand même gagné les 3 premières confrontations avec Galtier contre ces Irlandais, notamment une fois chez eux, mais bon, c'était pas devant leur public, puisque c'était en 2021 pendant le Covid. Donc si on remonte à la dernière fois qu'on les a battus chez eux devant leur public, c'était en 2011. Donc ça commence à faire loin. Je pense que ça n'a pas l'air facile d'aller gagner à la Viva Stadium. Hein. Ah non, clairement pas. Hein. Les derniers, je crois que c'est les Blacks qui sont allés gagner à la Viva Stadium là, pendant la tournée d'automne. On a vu des petits Irlandais un petit peu en difficulté pendant la tournée d'automne. Et avant ça, je crois qu'il reste sur 10 victoires là, consécutives en 6 nations à domicile. Donc ouais, c'est sûr, on n'y va pas en pleine confiance, mais on va parler, Thomas, je pense, un peu de la compo et des états de forme. Et on a vu que l'Irlande, ils sont pas forcément au top, alors que nous, on commence un peu à retrouver toutes nos forces vives. Donc je pense qu'on aborde ce match quand même avec un petit peu de confiance, malgré la désillusion il y a quelques semaines contre l'Angleterre, non? Bah ouais, carrément. On voit que l'équipe, elle commence à reprendre confiance. On a une désillusion en Angleterre, mais quand même, on se crée un nombre d'occasions qui est assez hallucinant. Ouais. Et puis contre l'Angleterre, Ntamak, il n'était pas là. Donc on sait que ça peut apporter pas mal de sécurité dans notre jeu, notamment en défense dans cette zone 10, 12, 13 qu'on a vu un peu en délicatesse pendant les matchs précédents. Et donc on espère qu'il va venir renforcer ce secteur-là. On a quelques changements. On a 3 changements par rapport au match contre l'Italie. Il y a Ntamak qui donc revient de suspension. On abordera d'ailleurs le sujet de sa suspension par rapport à celle de Ringrose un peu plus tard dans l'épisode. Et puis tu as Penaud qui revient après une gestion de Fabien Galtier qu'il avait laissé au repos contre l'Italie. Et Ramos qui donc est repositionné en poste de 15. Elios, c'est quoi le changement qui t'impacte le plus? Bah écoute, là il n'y a pas forcément de surprise, hein. Je pense qu'on s'attendait tous à retrouver ça. Ntamak, c'était annoncé qu'il sortait de suspension à ce moment-là. Penaud, comme tu l'as dit, il a été mis au frigo en toute connaissance de cause par Galtier, il savait qu'il allait le reprendre. Donc est-ce qu'il y a un changement particulièrement étonnant? Je suis pas sûr, tu vois. Fabien, il nous a déjà un peu choqué, il a choqué toute la planète rugby avec son banc 7-1 la semaine dernière. Mais là, du coup, on est habitué. Donc je te retourne la question. Toi, c'est quoi à ton avis, selon toi, c'est quoi le changement phare de cette semaine? Bah, comme tu dis, c'est peut-être le non-changement de ce banc Ouais, c'est ça. 7-1 où on a testé 7-1 contre l'Italie et là on s'est dit tiens, on a éclaté l'Italie donc on va le remettre. Après franchement quand le banc en 7-1, donc c'était 7 avant et 1 3 quarts,
C'était sympa, franchement, mais bon, il rentre, on a déjà plié le match. Donc, c'est un banc qu'on a envie de revoir, évidemment, surtout avec l'intensité que les Irlandais ils mettent dans le jeu au sol et les dépenses d'énergie qu'on a. Nous, on a un pack un peu moins mobile et le pack, il n'a pas changé par rapport à ce match contre l'Italie. Seulement, il y a un certain Emmanuel Meafou qui revient de blessure. Enfin, il était indisponible parce qu'il avait une pneumonie, il me semble. Et donc, il est un peu juste. Ouais, il était un peu juste pour jouer, pour être titulaire. Et là, on l'a mis sur le banc. Mais franchement, quand tu as 7 avants sur le banc, qu'il y a Jelon, qu'il y a Djegou, qu'il y a Oradou, qu'il y a Marchand, et que là, tu vois tous entrer en même temps, et qu'il y a Meafou au milieu de ça, wow, ça fait mal. Hein. Ça doit faire bizarre à la 50e quand tu as tout ça qui rentre d'un coup. Ah ouais, bah là, ça fout les boules. Hein. On se souvient du bon squad de l'Afrique du Sud en Coupe du Monde qui faisait un peu peur à tout le monde. Tu sais, quand à la 55e, t'as 7 mecs de plus de 120 kilos qui sont alignés sur la ligne des remplaçants. Mais ouais, mais à fou, ça va faire beaucoup de bien. Après, tu l'as dit, hein, il y avait quoi? Il y avait, je crois, 42-7 déjà quand le bon squad rentre contre l'Italie. On a eu de la chance qu'il n'y ait aucun blessé. Là, c'est comme une autre paire de manches, je trouve, les trois quarts irlandais. Donc, tu n'es pas à l'abri qu'avec les deux gros centres de plus de 100 kilos qui sont Pitaki, Bundiaki et Encho, de ne pas blesser un trois quarts. Donc, moi, je pense que ça va être quand même plus risqué, ce banc en 7-1, que contre l'Italie, quand même. Attention à la punition. Sûr que c'est risqué. D'habitude, on répond à la question de la semaine en fin d'épisode par rapport à la question de la semaine dernière. Mais moi, j'ai envie d'y répondre tout de suite, notamment parce que c'est une question sur le banc en 7-1. On vous a demandé si c'était la solution contre l'Irlande. Et il y avait une réponse de Chris que j'avais bien aimée parce qu'il avait deux arguments qui étaient en faveur du 7-1. Pour l'aspect psychologique, c'est sûr qu'à la 55e, voir ce banc rentrer, quand on sait que ça peut être serré et que les matchs à ce niveau-là, ils se décident souvent en fin de match, ça peut vraiment faire bizarre. Et même avant le match, de le savoir, tu vois, que ce soit du côté des Français ou du côté des Irlandais, nous, nos avants français, ils savent qu'ils peuvent se tuer et que quoi qu'il arrive, ils sortiront à un moment ou à un autre, sauf un. Mais bon, tu te dis que ça va pas être toi. Et alors que les avants irlandais, ils savent que nous, on va être comme des chiens, quoi. Donc psychologiquement, c'est intéressant. Et puis ensuite, il nous dit qu'il y a un apport physique en deuxième mi-temps quand tu as pilonné en première. Bah, ça va un peu ensemble. Hein. Et l'apport physique, franchement, quand tu as un Meafou sur le banc, ça fait un sacré apport physique. Hein. Et je parle de lui, mais tous les autres ont un apport physique important. Mais puis après, évidemment, tu parlais des risques. Et c'est sûr que tu as Thibaut qui nous dit que c'est risqué, surtout derrière. Hein, quand là, tu as un James Lowe, un Bundiaki, etc., qui vont te pilonner derrière. Potentiellement, ça peut faire du dégât. Grave. C'est vrai qu'on avait Macalou qui était très polyvalent à l'aile en club. Et là, aujourd'hui, on compte peut-être sur un Djegou ou sur un Boudéan pour venir dépanner au centre. Potentiellement, s'il y a un problème à l'aile, ça peut être Monefana qui y passe. En tout cas, Maxime Lucu, il n'est pas forcément connu pour sa polyvalence. Lui, il joue 9, il joue un peu 10 à Bordeaux, mais bon, 10 au niveau international, on ne l'a jamais testé. Ça serait un peu du suicide peut-être contre les Irlandais. Ouais. De toute façon, c'est pas le premier choix. Hein. De toute façon, tu as Ramos, tu as Dupont qui vont jouer 10 bien avant Lucu. Ouais, mais là, comme on l'a dit, Galtier, il a eu un peu du cul. Hein, justement, avec Lucu, il a eu un peu du cul parce qu'il le fait rentrer à la 76e. À la place de Dupont parce qu'il n'y a eu aucune casse. Moi, je trouve qu'on a tendance là, à pousser un peu trop vite la poussière sous le tapis. Parce que quand Galtier a annoncé son 7-1 avant l'Italie, tout le monde criait un peu au scandale. On essayait de faire du bricolage, à se dire ouais, est-ce que c'était Boudéan qui va passer au centre? Est-ce que c'est peut-être Djegou qui va passer au centre? Est-ce que c'est Barré? Parce que Barré, il avait fait 2 matchs en mini-poussin. À l'époque, il jouait à Boulogne-Billancourt au centre. Et on s'est dit pourquoi pas. Mais du coup, là, maintenant qu'il n'y a plus que Ramos derrière, ça enlève encore moins une possibilité de moins de remplacement au centre. Moi, honnêtement, tu l'as dit, je suis quand même relativement inquiet et c'est quand même c'est un peu un pile ou face qui nous fait quand même là, Galtier, non? Bah ouais, là, tu prends un vrai risque. Après, c'est ce qu'il dit. Hein. Dans chaque composition, tu dois faire des choix, tu dois prendre des risques sur des tactiques de match, etc. Tu dois prendre des risques. Là, le risque, il choisit de le prendre ici et entre guillemets, il est assumé. Mais c'est vrai que au centre, on peut quand même souffrir si jamais il y a un problème. Ntamak aussi, il a déjà joué 12. Mais bon, ça fait longtemps qu'il joue plus 12, Ntamak. Hein. Ouais. Après, moi là où j'aime bien le commentaire de Christophe, c'est qu'il a de Christophe, il a raison. Pour le coup, la grosse force de l'Irlande, et même si on y reviendra tout à l'heure,
plongera un peu plus dans les statistiques collectives de l'Irlande. Mais je trouve que l'Irlande, elle est quand même bien moins dominatrice qu'il y a 2-3 ans, comme tu disais qu'ils nous mettaient 10-15 points d'écart sur les 2-3 derniers matchs il y a 2-3 ans. Mais ils avançaient beaucoup plus. Ils avaient un pack qui était sans arrêt à casser la ligne, à faire des passes dans le dos, etc. Et là, on avait vraiment besoin d'avoir un 7-1 pour entre guillemets, pouvoir essuyer tous les assauts répétés des Irlandais. Là, je trouve qu'ils ont un pack qui est quand même beaucoup moins conquérant qu'avant. Donc, je me demande si on avait forcément besoin de mettre un banc en 7-1, surtout quand tu vois, par exemple, un Giroud, il rentre à la 66e contre l'Italie. Est-ce que ça vaut le coup de prendre autant de risques pour avoir un 7e avant qui rentre à 13 minutes de la fin? Bah, c'est potentiellement à ce moment-là que la différence, elle se fait. Mais tu as aussi cette débauche énergie dont tu as besoin. On sait que les Irlandais, ils vont potentiellement être plus dangereux quand ils ont le ballon que quand ils n'ont pas le ballon. Et nous, si on veut tenir le ballon, ça nous demande plus d'énergie, surtout à nos avants. En tout cas, notre système et notre philosophie de jeu, elle fait que si on tient le ballon, on dépense beaucoup d'énergie. Donc, pour pallier à cette dépense d'énergie et se dire, tiens, les Irlandais, on va les contrer sur leur force, on va essayer de tenir un peu plus le ballon, potentiellement, tu as besoin de plus avant sur le banc si tu veux pas te cramer en fin de match, quitte à te découvrir derrière. Et puis après, le reste de la compo, c'est du classique, hein. Ça commence à s'installer. Et j'espère que voilà, il y a des automatismes qui sont en train de se créer, notamment derrière, avec la perte de centre, etc. Ouais. La perte de centre, surtout que là, je viens de vérifier quelque chose, une petite stat qui va t'intéresser. On parlait de Henshaw et de Haki qui sont monstrueux physiquement, mais Pierre-Loulou Barassi, notre cher Pierre-Louis, il est plus lourd et plus grand que Henshaw, donc c'est peut-être lui qui va le blesser. On sait que Gary Ringrose, la star irlandaise qui joue normalement numéro 13 en deuxième centre, a été suspendu et ne jouera pas. Donc ils ont peut-être aussi eux des problèmes potentiellement en cas de blessure derrière et notamment au centre. Donc je pense que la peur elle est de leur côté, elle n'est pas de la nôtre, hein. Ouais, mais là c'est l'année de la vengeance, parce que on doit se venger de ce qu'ils nous ont fait chez nous l'année dernière. Ça y est, les Anglais se sont vengés contre nous, les Irlandais se sont vengés contre les Anglais. C'est notre tour. J'y crois, hein, surtout que l'Irlande, s'ils gagnent le tournoi, là, ils font 3 victoires consécutives en 6 nations. Je pense que ça a jamais été fait. C'est un record que nous, on veut atteindre du coup dans 3 ans. mais non, je sais pas, moi je le sens bien honnêtement. Je trouve que le match contre l'Angleterre, c'était une petite erreur de passage et c'est pas forcément significatif du progrès du staff et de l'équipe et de chaque individualité. Je pense qu'on a clairement une carte à jouer ce week-end contre les Irlandais, quoi. Ouais, c'est ça. Tu parlais on parle un peu on peut parler un peu de la compo des Irlandais. Ringrose qui est suspendu après un carton rouge. Encore une fois, on y reviendra. On a des choses à dire là-dessus. Du coup, ça va être Haki qui va commencer avec Henshaw au centre. C'est une de leurs grosses forces aux Irlandais, ce centre du terrain. Et c'est peut-être quelque chose où on a été un peu en délicatesse depuis le début du tournoi. Mais je nous sens bien inverser la vapeur sur ce match. Et sinon, les Irlandais, c'est une équipe que je connais très bien. Ils jouent pour la plupart tous au Leinster. Le dernier match, tu avais leur capitaine Doris qui était blessé et qui est là un peu encore en délicatesse, mais je pense qu'il sera de retour. En tout cas, on va le savoir dès ce jeudi sur la feuille de match. En attendant, Conan, il avait fait le boulot derrière. Mais potentiellement, il y a une petite faiblesse dans la zone du 10 chez les Irlandais. Parce que Sam Prendergast, c'est le mec qui a raté le plus de plaquages depuis le début du tournoi. Ouais, c'est vrai que ça c'est assez incroyable. Après, on le connaît, ce joueur, il est surtout connu pour ses qualités offensives. Et après, faut la décortiquer la stat, hein. Tu sais pas à quel point c'est le système de jeu qui fait qu'il s'échappe un peu et qu'il laisse ses centres ou ses troisième lignes plaqués. Mais c'est quand même assez criant, quand même. 15 plaquages manqués en 3 matchs, ça fait 5 par match. Ça fait autant que Mathieu Jalibert contre l'Angleterre qui a été critiqué de façon très virulente sur les réseaux. Donc ouais, c'était clairement une zone à attaquer, surtout quand tu vois que tu as des joueurs comme Dupont ou comme Bielbiarré qui arrivent à trouver les espaces, à faire des offloads. Je pense que c'est pas forcément eux qui vont attaquer cette zone-là, tu me diras. Mais ouais, c'est marrant. On a beaucoup parlé de notre défense, de nos plaquages manqués, etc. Mais finalement, les Irlandais, ils font pas mieux que nous, hein. Ils sont à 84% de plaquages réussis. Nous, à 86%. Bon, la stat, elle est quand même assez similaire. Mais
j'ai envie de te dire, on n'a pas forcément à rougir de nos stats à ce niveau-là, sachant que sur des phases de conquête, par exemple, sur la mêlée irlandaise, on l'a pas vu forcément en puissance. C'est, je pense, ceux qui ont réussi le moins de mêlées depuis le début du tournoi aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, nous, je dirais pas qu'on est intouchable sur tous les secteurs, mais encore une fois, tous les secteurs qui ont fait la gloire de l'Irlande sur les dernières années, comme tu l'as dit, la mêlée, les mètres gagnés, les franchissements, les passes après contact, tout ça, là, tous les secteurs où ils excellaient, où ils faisaient beaucoup de mal aux équipes adverses. Là, tu forces de constater que sur cette édition, ils sont plutôt 4, 5 ou 6e du classement destination sur toutes ces phases de jeu. Donc, C'est marrant parce que dans tous les classements des stats, ils sont pas dans les premiers, mais sur ouais, le classement général, ils sont premiers. Donc au final, on s'interrogera sur la pertinence des statistiques. Mais bon, ouais, ils n'ont pas affronté la France. Alors que nous, bah, on est premier dans les franchissements, on est premier dans les mètres gagnés. On a vu un jeu grave risqué hein, contre les Anglais. Si on chope 3-4 ballons en plus, l'addition, elle est pas la même pour ces Anglais et le match, il est plié bien avant. Et du coup, on franchit beaucoup, on gagne beaucoup de mètres. Et c'est peut-être grâce à notre jeu après contact, notre jeu en black avec les avants où on fait beaucoup de passes après contact. Alors, on est aussi premier dans les passes après contact, 49, alors que l'Irlande en a fait seulement 19. ouais, En 3 matchs, la différence, elle est phénoménale. Alors, ouais. Dupont, il a fait 9 passes après contact, c'est 2 fois moins que l'équipe d'Irlande entière. C'est vrai que c'est vrai que c'est assez fou. Après, il faut quand même rappeler qu'on a quand même éclaté 43-0 le Pays de Galles qui était relativement faible. Mais bon, ce que l'Irlande n'a pas réussi à faire, quoi. Donc, faut pas non plus minimiser cette performance-là. Et pareil, l'Italie, bon, quand tu leur mets 73 points, forcément, ça fait gonfler tes stats, que ce soit, enfin, toutes les stats offensives, ça te les fait gonfler. Mais on verra si l'Irlande est capable de faire aussi bien contre ces Italiens, mais c'est vrai que les stats, ça fait pas gagner un tournoi par contre. Hein. Comme tu dis, ils sont premiers. Au final, quand tu regardes le classement général, ils sont à 14 points, nous on est à 11, si je me trompe pas. Ouais, c'est Donc, ça. donc tu vois, Dupont, il aura beau faire autant de plaquage que tout le paquet d'avant de l'Irlande et autant de flotte que tous les trois quarts irlandais, ça ne ramènera peut-être pas la coupe à la fin de Ouais, ce c'est ça. tournoi. Il peut avoir le record au développé couché. Au final, ça va pas beaucoup nous aider. Mais quand même, je sais pas. Moi, c'est beaucoup de choses qui me donnent de l'espoir. On était assez minés après la Ouais, défaite en ouais, Angleterre. Mais quand tu prends un peu de recul, tu te dis quand même, il y a des choses qui se passent offensivement. Il y a beaucoup de stats qui le montrent. Et potentiellement, c'est quelque chose qu'on va réussir à mettre en place. Alors, mettre des choses en place en Irlande, c'est jamais facile. Sachant qu'il y a eu aussi une info, c'est que Aldrit, il est en délicatesse avec son naine. Pas, ouais, pas, ouais. pas, pas sa Ouais, naine, son naine. ces petits Euh, adducteurs. ouais. Et du coup, si potentiellement Aldrit est forfait pour ce match, bah déjà gros coup dur. Et ensuite, ça voudrait dire Jelonch en 8. Ouais. Et ça Et voudrait Roumat dire sur le banc. aussi Roumat sur le banc. Parce Ouais. que là, Roumat n'est plus sur le banc. Roumat n'est plus sur le banc au profit de Hugo Radou. Étonnant, ouais. Ouais, moi Ouais, franchement, Roumat, étonnant. je l'aime bien. En plus, la polyvalence, deuxième ligne, troisième ligne, elle fait du bien à ce niveau-là. Et Oradou, il n'a pas été particulièrement brillant depuis le début du tournoi. Même on peut s'interroger, hein, c'est pas la première fois qu'on s'interroge, mais il y a Brennan aussi qui pourrait potentiellement prendre la place d'Oradou. Donc Ouais. c'est potentiellement un des choix que je comprends pas. Bah, ouais, ouais. Et Surtout voilà. dans un banc en 7-1, comme tu dis, où il faut avoir que des gros impact players, que des mecs qui vont te mettre bien dans l'avancée. C'est vrai qu'un profil comme Brennan semblait plutôt plus adéquat. Ça, ça laisse la question encore une fois ouverte, mais je pense qu'il n'y a pas un seul journaliste qui la pose toutes les semaines. Il n'y a pas un mec qui pose la question à Galtier en conférence de presse. On va être obligé de retourner aux conférences de presse, Thomas, je crois, pour poser, Ouais, pour poser on va devoir aller les- poser une petite question. Mais si tu veux, alors je veux pas rentrer dans une théorie du complot, mais quand Galtier il a pris le Stade Français en tant qu'entraîneur, le capitaine qu'il a nommé, c'était David Oradou, Ah, père d'Hugo Oradou. Donc voilà, on se dit que il est copain, c'est peut-être le parrain d'Hugo Oradou. c'est possible, c'est possible. En effet, c'est vraiment étonnant parce que comme tu as dit, il a fait un mauvais match, une mauvaise entrée contre l'Angleterre. En plus, c'est pas un mec qui est réputé pour avoir ce qu'ils appellent un super pouvoir comme Roumat peut l'avoir en touche par exemple. Donc, Quand même.
Donc c'est bizarre, ouais. C'est possible que Galtier loue la maison d'Oradou au Cap Ferré tous les étés, 2 semaines au mois d'août pour pas grand-chose. Ouais, moi, j'ai pas envie de croire à ça. J'ai envie de croire à l'aspect sportif et au fait qu'Oradou, il nous sorte, il nous vole une touche sur nos 5 mètres à la dernière seconde. Ah bah, on lui souhaite que ça, nous. On souhaite du bien à n'importe quel joueur qui a la chance d'être sélectionné dans ces 23 du 15 de France, quoi. Mais on lui souhaite Totalement. à Oradou. Pour finir, peut-être, Elios, on a déjà répondu aux questions de la semaine dernière avec sur ce banc en 7-1, mais la réponse, on l'aura que dimanche contre l'Irlande. La question de la semaine, les gars, et c'est un truc dont on avait vraiment envie de parler. Que pensez-vous de la différence de suspension entre Ringrose et Ntamak? Petit rappel des faits, on vous avait promis d'en parler en fin de l'épisode. Ntamak, vous avez suivi, il prend un carton rouge contre les Gallois au premier match. Il se fait suspendre pour 3 matchs, ramené à 2 parce qu'il a suivi le protocole de plaquage mis en place par World Rugby. Et donc, il a raté le match contre l'Italie et contre l'Angleterre. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, Ringrose, il a été, on va dire, suspendu pour les mêmes raisons, de la même manière, 2 matchs. Sauf que lui, il a été suspendu un match avec l'Irlande et un match avec le Leinster. C'est-à-dire que Ntamak, il n'a pas pu purger sa suspension pour un match avec Toulouse, parce qu'entre l'Angleterre et l'Italie, il y a eu Toulouse-Clermont, où potentiellement Ntamak aurait pu jouer et purger sa suspension. Mais le comité de discipline a dit non, alors qu'ils ont dit oui pour Gary Ringrose, sous prétexte que Ringrose avait plus de chances de jouer avec le Leinster que Ntamak. Mais Ringrose n'a jamais joué pendant les matchs de doublon avec le Leinster. Il est toujours, pendant les 6 nations, depuis qu'il est sélectionné, il est toujours resté avec le groupe de l'Irlande. Alors, sous prétexte qu'il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu et qu'il y avait Aki et Henshaw, il y a eu un email qui a été fait par l'entraîneur irlandais à World Rugby. Mais franchement, cette différence de traitement, ça va commencer à se voir. Ça fait longtemps que les suspensions irlandaises et françaises, enfin irlandaises, je parle anglo-saxonne en général, et françaises, il y a potentiellement des différences de traitement. Alors, c'est peut-être nous qui avons quelque chose à faire en plus. Ouais, je pense. Hein. Mais moi, j'étais très curieux de savoir ce que vous en pensiez. Et bon, heureusement, Ringrose ne sera pas disponible contre la France et ça va potentiellement nous faire du bien. Mais voilà, moi, il y en a marre de ces scandales. Ouais. Donc la question c'est pourri ou pas pourri. On attend vos réponses, mais on se doute un peu de la tendance qu'elles vont avoir. Très bien. Merci Elios. Merci à toi. Hein. Pour avoir donné ton avis et avoir analysé cette petite compo de la France face à l'Irlande. Ce match, il va être chaud. Il est chaud. Tu sais aussi ce qui est chaud. Non, j'en sais rien du tout. Le rugby chaud. C'est chaud. On va gagner. On va gagner. On va les bouffer. On va finir premier. Oh.